moi, je me demande comment on peut être féministe et ne pas défendre les femmes palestiniennes, par exemple. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui se le demandent. Je sais pas, je me demande comment on peut être féministe et laisser les femmes au Congo sans en parler, tu vois. Faut plus s'excuser de penser qu'on a envie d'être leader, de son marché. Parfois, j'ai l'impression que c'est illégitime de dire ça, mais en fait, maintenant, j'en ai rien à foutre. Donc, j'ai envie d'être une leader dans mon marché, continuer à accompagner du monde, du beau monde, aider les femmes à s'émanciper, aider les femmes à se rendre visibles, à gagner de l'argent, à ne plus s'excuser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Festigone. Aujourd'hui, on reçoit Jasmine Twitou. Bravo. Enchantée, Jasmine. Non, moi je vais y arriver. Bravo. Ouais, ça va le faire. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Merci d'être là aujourd'hui, merci d'honorer l'invitation. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un jour assez spécial pour moi. Parce que c'est la première fois que je fais un épisode pour Festigone, pour le podcast de Festigone. Je suis super contente de t'accueillir. Tu es lyonnaise. Oui. Es-tu lyonnaise ? Eh bien, moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Dis-moi. Je ne suis pas... Non, je rigole. Je me dis lyonnaise quand je parle à des personnes qui sont dehors de Lyon, par facilité. Ouais. Mais quand je suis à Lyon, je me sens plus banlieusarde que lyonnaise. Ok, d'accord, ok. Et où, du coup, dans la banlieue ? Je suis à Villeurbanne, mais je suis née sur les quais. Donc là, oui, on ne peut pas faire plus lyonnaise. T'es née dans le 7e ? En fait, non. On va le refaire. Je suis née à Saint-Priest. Ok. Mais j'ai vécu jusqu'à mes 3 ans sur les quais Percis. Donc voilà, là on est sur du lyonnais pure souche. Puis après j'ai été au gratte-ciel à Villeurbanne. Ensuite vers mes 15 ans, j'ai été à Vaux-en-Velin, le Carré de Soie, jusqu'à peut-être mes 23 ans. Puis après, voilà, il y a eu les études, donc je suis partie vite fait à Vienne. J'avais pas les moyens de me prendre un appartement à Lyon, donc j'étais à Vienne. Et je suis revenue à Lyon, Villeurbanne, du côté du Totem, depuis 3 ans. Ok, donc petite Villeurbannaise, on est un peu en shout-out to Villeurbanne. Voilà, exactement. Donc tu es entrepreneuse. Ouais. On dit entrepreneuse ? Moi je le dis en tout cas. Ok, toi tu le dis, ok. Parce que moi j'étais pas trop sûre. Et tu es bourdieusienne aussi. J'ai lu ça. Ouais. En fait, j'aimerais pouvoir te présenter en te citant simplement. Et donc du coup, j'ai un peu digué ton Instagram et je suis revenue à ta première publication que tu as postée en février 2022. Il y en avait avant, hein. Mais je pense que je les avais supprimées. Ah bon, en tout cas là, c'est celle qui est publique. Ouais. Et j'aimerais bien, si tu me le permets, que je puisse la lire. Ouais, je sais plus du tout ce que c'est. Et ben on va la redécouvrir ensemble alors. Ok. Alors, donc du coup, je te cite en disant: je suis une braqueuse. Je suis une voleuse, je suis une arnaqueuse. Je suis un bug dans la matrice. La méritocratie est un leurre. On nous bassine avec des idéaux, des réussites, pour tous et toutes. L'école républicaine est pour les uns et les unes et pour les autres. Comme si tout un chacun pouvait réussir, aspirer à mieux et mettre la mama à l'abri. Laissez-moi rire. J'ai été prof. Laissez-moi rire encore une fois. Je suis fille de Tollard. Tollard. Ouais. Laissez-moi rire encore un peu, juste un peu, s'il vous plaît, je suis fille d'ouvrière. J'ai braqué la société et crié aux profs qui voulaient m'orienter en CAP. Ouvrez les guillemets, levez les mains, bien haut, taisez-vous sinon je me tue. Ceci est un braquage, je viens récupérer les connaissances, l'argent et la fatigue de ma mère. Ceci est un braquage, je viens tout rafler. Je ne demande pas votre accord, taisez-vous, sinon je ne répondrai plus de rien. Je suis un bug dans la matrice. Je représente l'exception qui confirme la règle. Mon père a fait de la prison. Il a arrêté les études en 5e. Ma mère n'a pas eu son CAP. Elle bosse dans une usine, payée au lance-pierre. Puis il y a moi, la première personne de ma famille à avoir fait des études, de longues études. Il y a moi qui ai été prof. Il y a moi qui suis entrepreneuse. Il y a moi qui tourne à 7K par mois. Oui, je suis une bosseuse. Oui, je suis, point d'interrogation, en colère. Oui, j'avais des choses à prouver. Oui, j'ai charbonné. Mais tout ça, c'est aussi une histoire de chance.
la chance d'avoir été une enfant unique pendant de nombreuses années, la chance d'avoir eu une mère qui s'est sacrifiée pour moi, la chance d'avoir eu des tantes présentes, la chance d'avoir rencontré des superbes personnes qui m'ont aidée. Après, tu les cites. Les arrobas sont assez difficiles à lire, donc je ne vais pas les lire. Je passe à la conclusion. Oui, j'ai réussi. C'est quoi réussir, tu te demandes? Mais non, je ne crois pas en la méritocratie. Non, je ne crois pas qu'on peut si on veut. Je crois en la reproduction sociale et au déterminisme social. Oui, je suis l'exception qui confirme la règle. Oui, je suis entrepreneuse et je reste bourdieusienne. Ah. Pourquoi as-tu choisi de partager ton aventure entrepreneuriale comme ça, en 2022? Elle commence, je pense, en 2020. Ah ouais? C'est pour ça que je te dis que je pense que j'ai supprimé des contenus qui ne me représentaient plus ou tu vois, avec lesquels j'étais plus en accord. Et j'ai dû garder ce post qui, pour moi, était important. Comme pourquoi je commence à documenter mon aventure entrepreneuriale, sur les réseaux en tout cas, tout simplement parce que je suis créatrice de contenu et que si on devait utiliser des termes de marketing, je fais de l'inbound marketing, contrairement au outbound. Donc je ne vais pas chercher les clients en faisant de la prospection, je crée du contenu en attendant qu'ils me remarquent et qu'ils viennent à moi. Donc je le fais d'un point de vue purement business. Ok. Ça c'est le côté réponse entrepreneuriale. Je suis créatrice de contenu, j'attire les gens par mon contenu. Après, pourquoi j'ai choisi des angles pareils pour parler de moi ou pour parler de mon travail, c'est que je ne me voyais pas faire autrement. C'est-à-dire que je ne me voyais pas faire autrement qu'en affichant mes valeurs. Et puis, c'est tellement rare de voir des propos tenus par des personnes, de voir des propos aussi, je crois, radicaux, qui ne s'excusent pas d'exister, que je me suis dit ça manque, donc je vais faire. Je pense. Ok. Et aujourd'hui, ça t'arrive de relire, de retomber dans le bas de tes posts pour voir comment est-ce que tu as évolué qu'est-ce que tu ressens aussi quand tu retournes dans tes anciens posts par rapport à ton évolution? Je suis partisane de penser que si on ne ressent pas un petit peu de gêne lorsqu'on relit des choses qui datent d'il y a quelques années, c'est qu'on n'a pas vraiment évolué. Ça fait longtemps que je n'ai pas relu mes posts. Là, tu m'as relu un post qui date de 3 ans, à peu près. J'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé ça bien écrit. J'ai vu quelques fautes. Ou que j'aurais pu tourner autrement. Je me dis juste que j'aurais peut-être pas dû afficher le chiffre d'affaires comme ça. Ouais. Mais bon, après, je suis à l'aise avec l'argent. C'est un parti, oui. C'est un parti pris, je veux dire. Ouais, et puis c'est important de le dire parce que moi, ça me paraît important de pouvoir mettre en avant, pas des contradictions, parce que je crois pas que ce soit des contradictions que je mets en avant, mais de la complexité. C'est-à-dire qu'on pense que lorsqu'on est entrepreneur et qu'on réussit, forcément on devient de droite ou forcément on oublie d'où on vient. Il y a cette réussite à la Annie Ernaux que j'adore, Annie Ernaux, mais donc Annie Ernaux, autrice, professeure de littérature française. Il y a un petit peu ce truc qu'on retrouve chez elle qui est presque une honte d'où on vient. Enfin, d'un côté pas trop parce que voilà, elle veut quand même que ce soit accessible, mais moi c'est pas l'idée que je me fais des transfuges de classe. Mais sinon, je vois juste des meilleures tournures de phrases. C'est-à-dire que mais sinon, l'idée est là, l'essence est là. L'essence du propos reste le même. Ouais. Ok. Donc, Jasmine, toi, tu es authentique, tu es bienveillante, tu pousses à l'empowerment et tu donnes une place importante à l'humour et à la créativité dans ton approche professionnelle. Là, c'est un petit résumé que je fais de comment est-ce que je t'ai découvert, en fait, à travers ton contenu. Et j'aimerais savoir s'il y a d'autres causes qui te tiennent à cœur dans ton activité et comment tu les portes au quotidien, ces causes-là. Donc, tu m'as dit bienveillante, ouais. Drôle, oui. Authentique. Ouais. T'as dit autre chose ou pas? Oui, et que tu portais l'empowerment. Ok, donc le féminisme. Oui, effectivement. C'est pas un gros mot. Non, c'est sûr, oui, c'est clair. Le féminisme.
Le féminisme. Donc, ce que tu as vu, c'est plutôt vrai. Après, je suis authentique, mais pas parce que je réfléchis à être authentique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il faut être authentique. Je trouve ça bizarre de dire je suis authentique. Alors, je mets en avant, hein, je parle d'authenticité, etc. Mais c'est pas quelque chose qui me demande un effort. C'est-à-dire que ça me demande pas un effort d'être authentique. Je pense que plus on dit je dois être authentique, je suis généreux, est-ce que d'enclencher le processus pour être authentique, ça va faire de toi quelqu'un d'authentique. Est-ce que tu restes authentique? Ouais. Enfin, tu vois, je suis pas sûre. Mais après, est-ce que effectivement j'arrive telle quelle, je me prends pas la tête, je me pose pas de questions et j'y vais? Oui. Est-ce que c'est authentique? Oui, parce que je vois pas beaucoup de personnes le faire. Mais je pense que si je suis aussi authentique, c'est parce que je manque de certains codes. Mais ça m'intéresse pas vraiment de les avoir, tu vois. Ça m'intéresse pas vraiment de travailler des codes, vie pro, vie perso, etc. Enfin, c'est pas mon truc. Si j'avais voulu ça, je serais dans le salariat. Voilà. Donc, effectivement, je suis authentique, je te rejoins. Bienveillante, oui. Après, j'ai des défauts. Comme tout le monde. Ouais, mais des défauts que j'essaie de travailler. Tu vois, il y a des... En vieillissant, c'est important, tu vois. Mais je reste bienveillante. C'est-à-dire que je vais jamais tailler pour tailler, descendre. Enfin, c'est pas mon truc. Donc, j'essaye effectivement d'être bienveillante. Féministe, mais pas féministe à la mode. Je suis pas féministe à la mode. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu dis Enfin, c'est quoi le féminisme à la mode pour toi? Le féminisme à la mode, c'est prendre les bons côtés du féminisme, c'est-à-dire tout ce qui va être sororité, tout ce qui va être empouvoirment sexuel, etc., liberté sexuelle, et dépolitiser tout le reste. Faire comme si le féminisme n'était pas une lutte, faire comme si le féminisme n'était pas désagréable, faire comme si toutes les femmes étaient sur le même point d'égalité, c'est-à-dire tout ce qui va être féminisme mainstream, le féminisme blanc, bourgeois, impérialiste. Moi, je me demande comment on peut être féministe et ne pas défendre les femmes palestiniennes, par exemple. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui se le demandent. Je sais pas, je me demande comment on peut être féministe et laisser les femmes au Congo sans en parler, tu vois. Et donc le féminisme pour revendre des formations à 3 000 € pour apprendre aux femmes à se connecter à leur chat et à être des divinités, c'est bullshit. Donc oui, j'étais féministe avant que ce soit à la mode. Et ça veut dire que ça me met dans des positions... Mais je suis pas là pour savoir qui est la plus féministe, etc. Juste le féminisme impérialiste pour faire plus de cash, le féminisme capitaliste pour porter des t-shirts I am féministe. Je suis pas sûre, tu vois. Et ouais, donc je suis féministe, je suis antiraciste. Ça fait partie de... Ça va de soi pour toi. Ouais. Je suis rentrée dans le féminisme par l'antiracisme à la base. D'accord. Donc, je suis antiraciste. C'est des choses dont je parle pas forcément... Enfin, ça se ressent dans mon contenu, je vais pas le dire. Parce que j'ai pas envie de me retrouver... J'ai pas envie qu'on attende quelque chose de moi. C'est-à-dire quand on dit je suis féministe, quand on dit je suis antiraciste, bah, d'un côté, tu te fais tailler par toutes les personnes qui pensent pas comme toi, et parfois, dans ton propre camp, tu te fais tailler par les personnes qui pensent comme toi parce que t'es pas assez radical. Ok. Donc, dans les faits, oui, je suis antiraciste. Puis après, bah, je suis engagée pour tout ce qui est lutte LGBT et lutte de classe, mais ça... Enfin, j'ai des engagements de lutte sociale. Ok. Pour revenir à ta façon d'écrire, au storytelling, comment est-ce que tu utilises le storytelling pour valoriser les parcours de celles que tu accompagnes? Comment tu arrives à fidéliser ta communauté? Alors, ça va dépendre. Est-ce qu'on parle de mon storytelling ou du storytelling de mes clients? Celui de tes clientes. Ok, donc c'est pas ma communauté à moi que je fidélise à travers celui de mes clientes. Ah bah oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, on va faire la question en deux. Pour toi, et ensuite après pour tes clients. Pour moi, je pars de la base que même si je suis incroyable, je suis pas extraordinaire. Et donc que ma condition d'humaine fait que la plupart des choses que je vis sont partagées par une grosse partie de la population, si ce n'est par tout le monde en fait. Le deuil, l'amour, les rencontres, les remises en question, la souffrance, la joie, etc. Et à partir de ce postulat, je pense que toute histoire
est bonne à raconter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que tu vis, d'autres personnes le vivent, et donc il y a toujours quelque chose à apprendre. Quelque chose aussi à désapprendre, c'est-à-dire être confronté à une histoire et ne pas être d'accord. C'est-à-dire, moi, j'aurais fait autrement. Pour moi, c'est que toute histoire mérite d'être racontée. Après, effectivement, il y a des techniques pour les raconter. La base, c'est de créer de l'émotion. Moi, je me base beaucoup aussi sur Aristote, avec tout ce qui va être pathos, logos, ethos. Il faut maîtriser la rhétorique pour pouvoir faire passer le message. Mais si je reviens à un de mes poètes favoris, qui est Rimbaud, Rimbaud écrit dans un vers, je, J-E, est un autre. C'est-à-dire, quand je parle de moi, je parle de toi. Donc, en fait, quand on sait que le storytelling existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire avant même l'invention de l'écriture, avant même la parole, c'est-à-dire même dans les grottes, etc., on racontait des histoires par le dessin. En fait, storytelling, c'est un mot bullshit. C'est un mot de marketeur pour dire la traduction, c'est conter une histoire. Le storytelling, l'histoire préexiste à notre vie. C'est-à-dire, si toi, tu fais famille avec ta famille, c'est pas une histoire de sang. C'est une histoire d'histoire commune. C'est pour ça que les enfants, pour leur apprendre le bien et le mal, on va leur raconter des histoires. C'est pour ça qu'on va transformer la politique en histoire. C'est ce qu'a fait Macron avec la guerre et le Covid, par exemple. Donc, en fait, l'histoire, par le fait qu'elle provoque des émotions, notre cerveau est constitué pour retenir des émotions, et fait forcément écho aux autres. Et c'est comme ça que tu crées du lien avec les autres. Une histoire crée de l'émotion, et parce qu'elle crée de l'émotion, elle crée du lien. Mais en vrai, c'est la même chose que je fais avec mes clients. Je leur apprends, on cherche dans leur histoire ce qui fait la personne qu'elles sont aujourd'hui, pourquoi ce sont les bonnes personnes pour aider leurs clients, comment elles comprennent leurs clients et comment leurs clients peuvent se reconnaître en eux. Et ensuite, on déroule. Dans l'histoire, il y a l'émotion, mais il y a aussi la notion d'accessibilité. Aujourd'hui, les gens veulent de l'émotion, veulent de l'accessibilité, veulent des valeurs. Pour les transmettre, il n'y a pas mieux qu'une histoire, une bonne histoire. Il faut savoir conter une bonne histoire. Ouais. Après, tu as le classique situation initiale, élément déclencheur, péripétie, résolution, situation finale. Mais ça s'apprend, ou sinon, il faut travailler avec moi. Qu'est-ce que ton ancrage dans la périphérie de Lyon a apporté à ton parcours, et pourquoi est-ce que tu as décidé de choisir cette région-là pour entreprendre? Alors, j'ai pas choisi, on va pas se mentir, je suis restée. C'est différent. Ok, ouais. Tu vois, c'est pas comme venir pour. Je suis restée. Après, moi, je dis souvent, alors moi, je pourrais travailler de n'importe où. Avec mon ordi, je pourrais être au bord de l'eau, à Bali, etc. Matériellement, ma famille est ici. D'accord? Donc, j'ai le côté très familial, très ancré avec ma famille. Il y a aussi, tout simplement, je pense que peu importe où je suis dans le monde, le seul endroit où je me sens vraiment chez moi, c'est à Lyon. Alors, j'ai plein de critiques à faire sur plein de politiques en France, etc. Mais ça ne change pas que je suis française. Je suis née ici et donc je me sens chez moi à Lyon. Donc, il me paraissait logique d'entreprendre à Lyon. Après, tu vois, j'ai pas une boutique physique. J'ai pas quelque chose qui tient qu'aux Lyonnais. La plupart des personnes avec qui je travaille ne sont pas lyonnaises. Elles sont ou à Paris, enfin, je travaille avec des gens dans le monde entier. Mais effectivement, Lyon, c'est ma maison. Donc, même si je bouge, parce que j'aime bien bouger, j'aime bien travailler un peu partout, etc., je sais que même si un jour je déménage pour vivre à l'étranger ou quoi que ce soit, mon socle se trouve ici. Parce que je suis née ici et parce que j'ai fait mes études ici, parce que cette ville me plaît, parce que je la connais de fond en comble. C'est ma maison. C'est beau. C'est très joli. Et puis c'est vrai que Lyon a son histoire. Et en fait, moi, j'ai pu voir avec plein de personnes qui sont chauvines, comme toi et comme moi, que en fait, Lyon écrit l'histoire de chacun. Et ça, franchement... après, comme toutes les autres villes. Oui. Mais c'est drôle parce que pour les personnes qui habitent pas à Lyon, Lyon, c'est pas une ville... c'est pas la plus... Enfin,
C'est une ville qui est connue pour être une ville de droite. C'est une ville où on me dit souvent, mais attends, mais il y a plein de fachos, parce qu'on s'en tape pas mal dans le 5e et dans les hauteurs. Il y a pas mal... Voilà, il y a des gros groupuscules d'extrême droite. On a même des cafés d'extrême droite, genre la Trouvère. Non, qu'est-ce qu'ils avaient créé? Tu sais, on a des traboules, la Traboule, etc. Mais en fait, dans la vraie vie, tu les croises pas, ces gens. Moi, j'ai fait mes études à Lyon 3, tout le monde me disait, ouais, c'est l'extrême droite. Effectivement, par rapport à Lyon 2, parce que j'ai donné des cours à Lyon 2. À Lyon 2, de partout, il y a des affiches d'extrême gauche, etc. Alors que Lyon 3, tu vas avoir facilement des affiches d'extrême droite ou de droite, ou tu vois, devant, on va te distribuer des trucs. Mais en vrai, de vrai, les chiens aboient, la caravane passe, quoi. En fait, il suffit que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis tu les croises. Mais sinon, non, c'est très... Ça me rappelle une histoire. Je suis allée chez une copine qui habitait dans le 5. Ouais. Et putain, ah oui, j'ai fait une crise d'angoisse. En fait, je suis allée voir une copine qui habitait dans le 5. Ouais. Et ça me fait trop rire cette histoire parce que il y avait une amie à moi qui est tout aussi folle que moi, très exubérante, mais blanche, donc bon, ça passe. Et puis une autre pote à moi qui est blanche, mais trans. Donc tu vois, on était pas dans le thème. Ouais. Et en fait, j'arrive en voiture et on était vers Saint-Jean. Et je me retourne et grosse réunion du GUD. Oh. Donc, mais un truc de fou malade, tout le monde tatoué, la tête rasée. Je me retourne, la voiture comme ça, je devais me garer. Je regarde et j'ai fait une crise d'angoisse. Impossible de redémarrer, impossible de me garer. Donc, ils me regardent et là, il y a ma copine qui vient. Et tu sais, ma copine qui est trans, donc on s'est dit, putain, mais alors là, ils vont se dire vraiment, c'est nos ennemis là. Il y a la rebeu, la folle, la trans, on les déteste. Et je me rappelle que j'étais super anxieuse. Mais en vrai, de vrai, il s'est rien passé. Bah tant mieux. Mais oui, mais Lyon, c'est une ville bourgeoise. Oui. Mais en vrai, je suis pas sûre de le ressentir. Mais peut-être parce que je suis lyonnaise. Peut-être que si j'étais pas de Lyon et que j'arrivais là, je me dirais, mais c'est quoi ce bordel? Mais en fait, ici, j'ai l'habitude, les gens font la gueule, c'est la maison, quoi. C'est une grande famille. Ouais. Avec tous ses problèmes. Comme toutes les familles. Problèmes. Non, c'est clair. Mais au niveau, justement, de cette famille de Lyon, au niveau entrepreneurial, comment est-ce que c'est l'entrepreneuriat à Lyon? Parce que moi, je m'y connais pas du tout, hein, tu sais, donc... Ah non, t'as raison. Comment c'est? C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est moi qui me mélange pas. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. Je fais quelques événements à Lyon. Quel type d'événements? Souvent des petits restos, des petits verres avec les copines, parce que j'ai rencontré des entrepreneurs à Lyon qui sont devenus des très bonnes amies à moi. Après, j'ai pas l'impression que ce soit un truc de fou, tu vois. Après, est-ce qu'on compare à quoi? À Paris? Enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais, je cherchais même pas à avoir la comparaison, mais juste c'est... Non, mais moi, dans ma tête... Oui, non, mais j'imagine, du coup, oui, on est venu à comparer. Non, je pense qu'il y a un écosystème entrepreneurial à Lyon. Après, tu sais, moi, je suis une coach du digital. Donc, je suis une nana sur son ordi. Je suis un peu la geek, tu vois. Donc, j'ai pas trop besoin d'aller frotter aux gens, d'aller réseauter. Mais j'aime bien rencontrer du monde. Mais tu vois, je pense qu'il y a des... Je connais des restaurateurs qui me disent qu'il y a un gros écosystème d'entrepreneurs de la restauration. Ils font des grosses soirées, tout le monde se connaît, etc. Donc, je pense que ça dépend vraiment de ton secteur d'activité. C'est vrai que moi, j'ai quand même un néo-métier, tu sais, un truc un petit peu nouveau. Voilà, d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait s'arrêter dessus? Parce que du coup, sur Instagram, tu as ce terme de business design. Ouais, je l'ai créé. C'est pas vrai. Dans la vie, tu sais, faut pas attendre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Business En fait, design. à la base, moi, j'ai fait des études en littérature, des études en marketing et management, d'accord? Quand j'ai commencé à travailler, j'ai accompagné les gens sur tout ce qui était mise en place de storytelling, copywriting. Storytelling, écriture histoire de la marque, de ses valeurs, etc. Ouais. Voilà. Copywriting, écriture publicitaire. C'est tout ce que tu vois à la pub quand tu allumes la télé, etc. C'est ce qui a été scripté avant. Donc, tout ce qui se base sur la psychologie sociale. Personal branding, marque personnelle, comment je me montre au monde, etc. Ça, c'est ce que je faisais. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est ce que je faisais, mais que tout ça, je le fais après avoir fait un gros travail de business. C'est-à-dire la cible, à qui tu parles, qu'est-ce que tu vends, pourquoi tu le vends, comment tu le vends, le tunnel de vente, c'est-à-dire comment les gens deviennent ton client, c'est-à-dire si je tombe sur ton compte Instagram, comment je commence à travailler avec toi, qu'est-ce qui a été mis en place en termes d'emailing, site internet.
Puis après, il y avait tout ce qui était création de contenu. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, si on part de cette base, Jasmine, ça ne valorise pas assez ton travail de dire que tu fais que du storytelling, du copywriting, que tu es que dans cette partie-là. Donc, cette partie très marketing émotionnel. J'avais aussi ce retour de mes clientes, parce que ça fait 5 ans que je fais ça, qui me disaient, mais en fait, ce qu'on voit par rapport à ce que tu fais, ça n'a rien à voir. On fait tout ensemble. Donc, business designer, pour moi, c'est vraiment, je prends ton business et je le design. Et où on le redesign suivant le besoin. D'accord, ok. Voilà, j'ai pas cherché, j'ai pas vu sur Internet, j'ai dit, allez, j'invente. Bah, c'est Mais génial. peut-être qu'il y en a d'autres, hein, des business designers. Peut-être, on les cherchera peut-être, ou pas. Peut-être qu'on dira juste que c'est toi. Ouais, sinon, garde l'idée que c'est que moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des personnes, des expériences ou des livres qui t'ont marqué et qui aujourd'hui nourrissent ta démarche? Ouais. Des personnes. Moi, je suis très... Mais je sais que tu as vu mon contenu, c'est pour ça que tu me poses cette question. Oui. Moi, je suis partisane. Vraiment, c'est important pour moi de reconnaître la puissance de chaque rencontre. Et je trouve que dans cette société qui est très individualiste, mais en fait, c'est pas de la faute des gens. Ça va tellement vite. On est tellement dans quelque chose où on doit générer beaucoup d'argent, beaucoup de productivité, etc., qu'on ne prend pas le temps de se dire « j'ai kiffé, j'ai kiffé cette personne ». Sans coucher avec elle. Juste, j'ai kiffé cette personne, tu vois. Et donc, c'est important pour moi de reconnaître. Donc, en fait, oui, moi, il y a plein de personnes qui m'ont sauvé la vie. Enfin, c'est-à-dire que, déjà, j'ai ma psy, enfin, qui n'est plus ma psy, qui a été... moi, à une époque, j'allais très, très mal. Et cette histoire, j'aime bien la raconter parce que pour moi, elle est importante. Et donc, à une époque, je vais très, très mal. Et je suis en dépression sévère. J'ai des troubles. Et je cherche une psy spécialisée dans mon problème. J'ai des TOC, c'est assez particulier, il n'y a pas tout le monde qui sait s'en occuper. Il s'avère que je tape, etc. Donc il faut trouver une nana qui fait de la TCC, patati patata. Je tape sur Internet, TCC, thérapie comportementale et cognitive. Merci. Et je tombe sur une nana. Il est 20h. Pour être tout à fait honnête, attention, trigger warning, j'ai envie de me suicider. À ce moment-là, vraiment. Il est 20h et je suis persuadée qu'elle ne va pas répondre. Il est 20h. Et donc, je me dis, laisse-lui un message vocal, elle te rappellera quand elle pourra, mais il faut qu'elle t'aide. Enfin, il faut que tu trouves quelqu'un. Et j'appelle. Et elle répond. Alors qu'il doit être, genre 20h ou 20h30. Et je lui dis, parce que je ne m'attends pas du tout au fait qu'elle réponde, je lui dis, je suis vraiment désolée, Madame X. Je ne pensais pas que vous alliez répondre. Je comptais vous laisser un message vocal. Elle me dit, bah écoutez, ça tombe très bien. J'ai mis le petit au lit, j'ai rien à faire, je suis dans le salon. Je vous écoute. Je vous écoute. Elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée. Aujourd'hui, on est dans un monde tellement capitaliste que tu passes 1 heure avec quelqu'un, il t'envoie une facture. Enfin, et je suis d'accord pour faire payer ce qu'on fait. Mais on m'a tellement habituée à ça qu'elle était tellement pas... Enfin, elle n'était pas obligée tout simplement. Et donc, je lui dis, mais vous êtes sûre, je ne veux pas vous embêter. Et elle me dit, non, je m'assois. Et donc, pendant 1 heure, elle m'a écoutée sur son temps personnel, à la maison, gratuitement. Alors, je dis pas qu'on doit tous le faire, parce que c'est notre travail aussi. Je dis qu'elle a changé ma vie. Après, est-ce que vous avez envie d'être la personne qui change la vie de quelqu'un? Voilà. Moi, je sais que j'accorde mon temps gratuitement aux gens, beaucoup. Et elle m'a écoutée, et donc c'est devenu ma thérapeute pendant peut-être 5 ans, et ensuite on est devenus amis, on a arrêté la thérapie. Elle fait partie des personnes qui font que je suis encore vivante aujourd'hui. C'est la vérité. Elle m'a tenue par la main à un moment où moi, je voulais mourir. Ensuite, il y a eu des profs. Donc, je citais Éric Tourette, qui a été mon prof à la fac. Et lorsque je voulais arrêter, il m'a tenu la main aussi. Et il m'a dit, Jasmine, n'arrêtez pas, vous allez réussir. Effectivement, il avait raison, j'ai réussi, j'ai fait 2 masters. Sinon, j'allais arrêter. En fait, même mes amis, à chaque fois que je les appelle parce que j'ai une rupture, j'ai envie de me suicider, je leur dis, je suis pas bien. Parce qu'en plus, moi, quand j'ai des émotions, c'est très, très fort. Bah, le fait de les avoir là, oui, ça change la personne que je suis. En fait, moi, je suis très, très reconnaissante d'un sourire, d'une rencontre. Peut-être que là, tu as changé ma vie. Je ne le sais pas encore. Je crois beaucoup à l'effet papillon. Peut-être que tu m'as posé une question qui va enclencher une réflexion, qui va devenir quelque chose, qui va devenir le projet de ma vie. Je n'en sais rien. Et en fait, les gens disent, non, moi, je me suis fait tout seul. Non. Tu vis quoi? Tu es un ermite? Tu vis en déconnexion du monde? Non, alors, tu vis en société. Donc voilà. Donc oui, les gens...
J'en ai beaucoup qui ont sauvé ma vie, enfin qui m'ont aidé et qui m'ont aidé à construire la vie que j'ai actuellement. Après, à différents échelons. Un livre, parce que tu demandes des livres. Hein. Oui. Tu me dis si j'ai oublié, tu m'as dit une personne, un bouquin. Bouquin... Si t'en as. Mais bien sûr que j'en ai, je suis une littéraire. Oui. Romain Gary, La vie devant soi, qui est un magnifique livre où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, qui parle de classe sociale, qui parle de prostitution, qui parle d'un amour entre un petit musulman et une dame juive, d'un amour entre un enfant et une adulte, donc les liens qui sont familiaux, filiales, sans pour autant avoir du sang qu'on partage. Bref, c'est un livre qui m'a remuée, c'est mon livre préféré. Puis après, pour le côté un peu plus découverte de soi-même, découverte des luttes sociales, j'ai aimé Stone Butch Blues de Leslie Fenberg, qui est un livre sur la transidentité. Voilà. C'est des livres qui sont pionniers dans ma réflexion, dans ma vie, qui ont fait la personne que je suis. Et c'est des influences qui peuvent avoir une répercussion sur l'accompagnement que tu peux donner aux gens. Ah oui, mais parce moi que je suis comme ça en accompagnement, tu vois. Ouais. Je suis la personne que tu as en face de toi. Tu te dis pas là, Bah oui, c'est ce que tu disais en fait tout à l'heure. Toi, t'es pas dans les codes du professionnel et du personnel. Non, par contre, je me dis juste, la personne a payé, je vais l'accompagner, je vais lui apporter ce qu'il faut, je vais solutionner le problème. Tout le reste, ça ne m'empêche pas de travailler. Donc non, il n'y a pas deux personnes. D'ailleurs, j'ai un réel qui sort sur ça, mais il n'y a pas deux personnes. Moi, je ne suis pas un produit du capitalisme où il faut lisser toute mon identité. Si tu veux lisser mon identité, tu prends ChatGPT, quoi. Et tu lui dis, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es... Non, moi, je suis moi. Un humain se caractérise par sa conscience, par ses émotions, par sa complexité. Il faut se poser la question quand la société vous demande d'effacer vos... Ces 4 trucs, quoi. Ouais, c'est 3 trucs, ouais. Et qu'on vous demande de garder juste ses compétences. C'est qu'on veut faire de vous des robots productivistes. Donc non, moi, mes clients, mes clientes et mes clients, ça m'arrive. Sont confrontés à la même Jasmine. À la même Jasmine. Et ils reviennent apparemment. Enfin, et elles reviennent, donc apparemment, elles kiffent ça. Ben, tant mieux. En termes de projection, là, on arrive un peu à la fin de notre échange. Ok. Quels sont tes rêves ou simplement des projets dans les années à venir que tu aimerais pouvoir aboutir sans dire trop pour pas te porter l'œil non plus? T'es superstitieuse, toi aussi. Ouais, beaucoup. J'aimerais déjà rester comme je suis. Ne jamais oublier d'où je viens, rester la même personne, m'améliorer. Continuer à m'améliorer, continuer à me remettre en question. Et donc ça, c'est plutôt pour moi, intimement. J'aimerais que mon chien reste en vie encore très longtemps. Tartine. C'est très important pour moi. Puis pour le côté professionnel, j'aimerais continuer et vraiment devenir une leader. Tu vois, il ne faut plus s'excuser de penser qu'on a envie d'être leader, de son marché. Parfois, j'ai l'impression que c'est illégitime de dire ça, mais en fait, maintenant, j'en ai rien à foutre. Donc j'ai envie d'être une leader dans mon marché, continuer à accompagner du monde, du beau monde, aider les femmes à s'émanciper, aider les femmes à se rendre visibles, à gagner de l'argent, à ne plus s'excuser. Et à court, long, moyen terme, enfin bref, appelez-moi les maisons d'édition. J'aimerais bien écrire un livre. Oh, ok. Voilà, dans mes projections. C'est chouette. Mais le plus important, Tartine reste en vie, sinon je t'éclate. Ok, trop chouette. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on cut the camera? Faites ce que vous voulez dans la vie. N'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation pour le faire. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a répondu à un de mes réels en disant putain, en gros, j'y crois pas qu'on donne la parole à des demeurés pareils. Et j'ai répondu, mais on ne me donne pas la parole, je la prends. Alors prenez la parole, et si personne ne vous laisse une place à la table, twerkez dessus. Génial. Voilà. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Enfin, la phrase de la fin. C'est trop cool.
Merci Jasmine d'être venue aujourd'hui sur ce joli plateau. Ouais, c'était vraiment top. Merci Naomi, merci l'équipe Festigone pour l'invitation et puis à bientôt à Lyon.